Salut les amigos, bienvenue à Qu'est-ce qu'on boit? Je vous rappelle, Qu'est-ce qu'on boit? C'est une émission dans laquelle on invite une personnalité, quelqu'un qui nous inspire, nous parler d'une bouteille, d'un verre, d'une boisson, d'un godet, d'un instant qu'il a marqué autour d'une bouteille, alcoolisée ou pas. Aujourd'hui, on a de la chance qu'il y en ait un peu. Mesdames et messieurs, Sébastien Pradal. Voilà, qu'est-ce que tambour, trompette. Sébastien Pradal. Alors Sébastien Pradal, c'est un ami maintenant de longue date. Il a commencé comme bon Aveyronais à faire du pognon avec notre amitié. Et aujourd'hui, il continue, mais il y a l'amitié quand même qui s'est liée. C'est là où je suis bon. Non, mais c'est là où je suis bon. Si tu veux que je te dise. C'est vrai. Et oui. C'est vrai. Il faut savoir qu'il fait du vin, il vend du vin, il boit du vin, il transpire du vin. C'est exceptionnel. Quel parcours, hein. Ouais. Aveyronais de naissance. Aveyronais de naissance, je crois que ça s'entend déjà, ça y est, vous êtes tous dans le mystère. Le mystère est éclaté, c'est fini. Ouais. Dès que je parle, 30 ans à Paris, mais toujours pareil. C'est exceptionnel cet accent. Ouais, un peu comme le tien. Non, Moins sexy. Le Sexy, tien, il est quand même monumental. Ouais. Tu sais qu'il est connu partout aujourd'hui. Quand tu dis Sébastien Pradal, tout le monde essaye très mal de t'imiter. Ouais. Tu sais quoi, pour le coup, il y a une amie qui bossait à l'époque chez les Perrins, j'étais passé pour un petit truc à TF1 il y a de ça 15 ans en arrière. En fait, elle me dit, j'étais en train de cuisiner. TF quoi? TF1. Ouais. TF1. TF1. Elle m'a dit, j'étais en train de cuisiner. Mais il y a sûr que j'ai fait. TF1 ou pas? Oui, j'ai fait. Elle était en train de cuisiner un petit truc et tout ça. Elle me dit, c'est fou. J'étais en train de cuisiner et j'ai entendu que c'était toi. Je suis venu voir la télé. Et non. Et ouais, voilà. Non mais en plus, c'est grave. Hasta la vista, baby. La voix. C'est grave, la voix. Ah Ouais. ouais, il y a tout. Bam! Ouais. Il y a tout. Il y a l'accent, il y a tout. Mais ça, comment ça, on noie le poisson quand on dit des conneries, c'est bien. Ouais, ça fonctionne bien. Ouais. Il est Aveyronais de naissance, comme on l'a dit. Son but première était de devenir cuisinier. En 1995, il représente l'école de Toulouse au concours Chapoutier du meilleur élève sommelier de France. Et il remporte complètement le concours. Il a un talent gustatif qui se révèle alors. Et tu dérives vers le métier de sommelier. Il a lancé une agence de vignerons, les Vinosaures, avec qui on travaille depuis quelques années. Il a investi dans des domaines viticoles. Il a ouvert son restaurant La Petite Régalade. Il est importateur de vin au Sri Lanka, au Mexique, en Colombie bientôt. J'espère. C'est quoi ce délire? Ouais. Qu'est-ce qui t'arrive? Aujourd'hui, tu sais quoi, il faut mettre des mots partout, donc il y en a qui diraient bien que je suis atteint d'un TDAH. Peut-être, moi je pense qu'on a tous des êtres d'énergie. Toi, tu es un excellent exemple de ce que je veux dire. En fait, il y a des donneurs, voilà. Toi, moi je pense aussi que j'en suis un, il y a des receveurs. Et j'ai tellement d'énergie qu'il fallait que je foute tout ça dans plein de trucs, quoi. Alors aujourd'hui, je vieillis, c'est un peu plus dur de tout assumer, mais voilà, hein, grosso modo, ça marche. Enfin, tu vieillis, mais tu es en train d'ouvrir encore une ligne d'exportation en Colombie, quoi. C'est parce que j'ai les meilleurs partenaires de la Colombie. La famille Arbeláez. Voilà. C'est vrai que alors, on va prendre ça comme exemple, mais tu vis un peu ta vie, tes aventures professionnelles, un peu comme des aventures humaines. Il faut que ça parte d'un truc qui te passionne, quoi. Ouais, ben tu sais quoi, je suis serveur à la base, voilà, c'est pas du tout réducteur par rapport à mon métier que j'adore, le métier de sommelier, et je respecte et j'admire tous mes confrères et mes potes sommeliers, mais bon, je suis serveur, donc j'ai pas beaucoup, j'ai fait des études, mais pas très longues, j'ai toujours eu l'impression qu'il me manquait du savoir, d'ivresse culturelle ou plein de trucs, et donc j'ai compensé ça, tu sais, c'est un peu comme à l'armée quand le mec te dit, il y en a un qui parle anglais ici, yes, I do, tu vois. Oh yes! Va faire les shots. Moi, en fait, c'est un peu pareil. J'ai toujours eu le courage d'aller de faire ce que j'avais envie de faire, quitte à me tromper, à me planter, à ce qu'on se moque de moi parfois, mais c'est pas très grave. Au bout du bout, aujourd'hui, j'ai un parcours plutôt rigolo dans plein de domaines, dans l'entreprise. Je suis moins bon que plein de gens dans plein de trucs, Ouais. mais il y a un truc qu'on peut pas m'enlever, c'est que j'y vais. Voilà. Ouais. Ça, Voilà. Et quand tu y vas, tu fais pas semblant. Non. Des fois, ça marche pas, mais je fais pas semblant, oui, donc j'y vais. Que ce soit pour faire à la teuf ou que ce soit pour monter des business en Colombie, ouais, j'y vais. Voilà. C'est quoi la grande réussite et c'est quoi ta grande tristesse, là où tu as échoué? Ok, alors grande réussite, tu sais quoi, bah, c'est pas professionnel, c'est un peu con, mais on se connaît assez pour que tu saches que le plus important pour moi, c'est la famille, quoi, voilà. Donc c'est la réussite avec ma chérie et mes filles, voilà, là où j'en suis aujourd'hui. Après, il y a tous les amis, et après, il y a le business. Et là où la chance que j'ai, c'est qu'en fait, j'ai réussi à faire plein de business à chaque fois avec des gens qui comptent beaucoup pour moi. Que ce soit toi, aujourd'hui, dans les plus récents, Eric La Petite Rossi, Régalade. voilà, la Petite Régalade avec Bruno Doucet, Eric Rossi, les Vinosaures, Joël Léger avec le Mexique, je dois en oublier, qui m'excuse. Et ensuite, la plus grande tristesse... Un échec, tu Ouais, vois. un échec. Mais un échec
Oui, que tu as appris sûrement. Enfin, c'est pas toujours mauvais un échec, à t'apprendre. non, carrément pas. Mais en fait, on en a déjà parlé toi et moi, la culture de l'échec, on l'a pas en France, c'est plutôt anglo-saxon comme vision. Et moi, je pense que ça te fait grandir. En fait, des échecs, j'en ai eu plein. On a monté une cave qui a pas trop marché. Le Sri Lanka, ça en était un. Ouais. Mais en fait, le Sri Lanka, je suis parti là-bas importer des vins il y a 7-8 ans en arrière, 5 ans après la guerre civile, quand le tourisme devait exploser. Ça s'est pas fait. Je me suis bien fait entuber. J'ai perdu de l'argent, pas mal, mais j'ai beaucoup rigolé. J'ai envoyé les vins. 3 containers qui sont restés sur place, qui ont jamais. En fait, j'allais à chaque fois tous les 2 mois vendre les vins, je repartais, tout était vendu, je revenais, le container était complet parce que les mecs sur place faisaient pas le job. Et donc j'ai perdu beaucoup d'argent, mais je me suis bien marré. Donc bon, est-ce que c'est vraiment un échec ça? Non. Non, je pense que si tu t'es marré et que t'as connu un pays et que t'as vécu quoi, c'est de l'expérience. Donc voilà. non, je pense pas que ça soit un échec. Non, je crois pas non plus. Parce qu'en plus, tu le refais aujourd'hui. Tu l'as refait au Mexique, tu le refais en Colombie. Ouais. Je refais après, justement, tu vois, alors pour le coup, je voulais pas rester sur un échec. Puisque j'ai pris cette expérience comme quelque chose d'enrichissant qui devait me faire avancer. Quand ça s'est arrêté, j'ai pris quand même une bonne claque sur les fesses, parce que voilà, je suis parti m'isoler pendant une semaine tout seul, sans famille, pour digérer tout ça. J'avais 45 ans, donc les échecs, ou en tout cas les obstacles que tu as à 25, 35, 45, 55, tu les digères de mieux en mieux, on va dire. Je suis allé m'isoler une semaine. C'est passé, et j'avais mon pote Joël qui voulait à l'époque faire un truc à l'étranger, monter un restaurant à Los Angeles, mais ça me semblait bien compliqué, et je lui ai dit, allez vas-y, on va trouver un pays où il n'y a pas de vin. Voilà. C'est beau. Je sais pas, on verra. Bah, pour l'instant, tu vas au Mexique. So far, so good. Tu vas souvent au Mexique, donc pour l'instant, c'est quand même pas mal. Ouais. Bon, il s'avère, à chaque fois que tu vas au Mexique, t'as quand même une couille dans le pâté, quoi. Non ? C'est vrai qu'à chaque fois, il y a Qu'est-ce qui se passe avec ces... Il y a toujours des retards d'avion, des pertes de bagages, voilà. Il y a autre chose que tu veux dire encore ou quoi? Non, le reste, on n'en parle pas. Le reste, on n'en parle pas. Si, j'ai fini en prison au Mexique. Hein. Faut le savoir. On a été au Mexique du coup parce que on bosse du coup dans cette société pour exporter le vin au Mexique et tu cherchais quelqu'un qui parle espagnol pour peut-être pas te faire entuber comme au Sri Lanka. C'est ça. Tu m'as gentiment proposé. On est parti au Mexique et en sortant d'une boîte, j'ai eu une bière à la main et les flics étaient devant, gyrophare. Et là, le mec descend, moi je suis avec ma bière tranquillement, je me dis ça va bien se passer quoi, enfin il y a pas d'histoire. Ils viennent direct vers moi, ils me disent vous savez que c'est interdit de boire des verres dans la rue au Mexique. Et je dis je savais pas, donc je te parle, il est 4h ou 5h du mat. Et vous avez un passeport? Bah oui, là il prend mon passeport, il le garde dans sa poche. Il me dit contre le mur, il écarte les jambes, il fait une fouille. Bon, il me dit vous allez venir avec nous. Et on monte dans la voiture. Il me dit vous savez que vous pouvez rester 48 heures. C'est quand votre billet de retour? Demain. Je dis demain. Et il me dit je peux vous garder 48 heures. Et je dis mais j'ai mon vol, c'est pas possible. Dommage. C'est comme ça, dommage. Monter dans la voiture. Donc il me menotte pas, très sympa. Il y a un gars fou à côté qui est menotté pour le coup. Je monte dans la voiture, on trace et le mec s'arrête au bout de 700 mètres. Il descend de la voiture, il me descend, on marche 50 mètres, et il me dit bon, tu peux perdre ton vol au retour, ou on peut s'arranger. Et je dis, c'est-à-dire s'arranger? Il me dit, on peut s'arranger, voilà. Tu me dis et on s'arrange. Et je dis, bon, on peut s'arranger, mais j'ai rien sur moi. Et il me dit, t'inquiète pas, regarde. La tirette, elle est là. Voilà, regarde où on s'est arrêté. Je raconterai pas la fin de l'histoire. Non. Après, il y a eu des problèmes de conversion. Il y a eu des problèmes de conversion mexicain, pesos mexicains euros. Mais voilà. Putain, j'ai retiré beaucoup trop. Ouais. Je crois que j'ai retiré. T'as tiré pour 3 fois moins. Ouais. Sur le coup de la panique, mais normal. Sur le coup de la panique, je crois que j'ai retiré quelque chose comme 400 ou 500 euros. Et j'ai fait le calcul. Le lendemain, je me suis dit, mais quel con, putain. Et on fait parce que moi, j'étais pas là, parce que je suis vieux, comme j'ai dit tout à l'heure, donc j'étais pas venu. Mais on salue au passage ton pote Julien, qui te suivait en taxi. Il me suivait en taxi sur le là où tu te fasses kidnapper. Voilà, bon, bref. Cette histoire, j'étais censé ne jamais la raconter. Eh ben, c'est bien, c'est discret comme ça. Elle est faite, voilà. Merci. T'as énormément d'amis dans la restauration, tu as beaucoup d'amis d'une grande renommée, tu as eu la chance de manger, de vendre du vin, de goûter, de vivre des aventures autour du vin qui sont incroyables, et notamment une dernière qui est absolument monumentale. Moi, j'ai eu la chance de profiter de ton travail. C'est cette série pour laquelle tu es consultant
dernièrement, qui s'appelle Les Gouttes de Dieu et qui fait un carton dans le monde entier. C'est une série monumentale. Si vous aimez le vin, elle est incroyable. Si vous aimez pas le vin, elle est incroyable. C'est génial parce que finalement, si on connaît pas le vin, on apprend plein de choses. Si on connaît le vin, eh ben on reconnaît plein de trucs. Quel a été du coup ton rôle dans la série? Alors, avant de parler du rôle, tu vois, je reviens à ce que tu disais avant, j'ai un pote parce que je pense qu'on est tous faits d'expérience, en tout cas moi beaucoup, puisque j'ai pas beaucoup appris de choses voilà, de théoriques, mais beaucoup d'expérience. Et en fait, il y a des portes qui s'ouvrent, tu prends ou tu prends pas. Donc en l'occurrence, là, le Klaus Zimmermann, le producteur de la série, à l'époque cherche des financements, donc il y a 7 ans ou 8 ans en arrière, pour la saison 1, va à France Télé, parce que c'est une boîte qui est américano-française, va à France Télé pour avoir un cofinancement pour lancer la série. Et en fait, la personne qui va voir à France Télé, qui est directeur des fictions là-bas, il lui dit, ben moi, écoute Médéric, je connais pas trop le vin et tout ça, j'ai ça entre les mains, qu'est-ce que t'en penses? Médéric dit, bah ouais, c'est un beau projet, on pourrait bien faire ensemble, mais moi je comprends rien au pinard. Il dit, bah attends, moi j'ai mon pote Seb Pradal, voilà, j'ai un pote qui. Donc en fait, ça aurait pu arriver à plein d'autres, sauf que c'est arrivé sur moi. Alors après, le fait est que j'ai une façon de voir le vin un peu différente de tous mes potes sommeliers, tous mes confrères sommeliers. Comme je suis dans l'entrepreneuriat, que j'ai l'agence, que j'ai une cave, que j'ai le restaurant, que j'ai une boîte à export, que voilà, j'ai touché à la vigne, il y a plein de choses. J'ai une vision, un spectre un peu large de la vigne. Je pense que c'est ça qui leur a plu. Et ensuite, cette série, ben ouais, magique, c'est fou. C'est fou. C'est fou. C'est sur Apple. Ouais. Ça a fait combien de téléspectateurs les premières saisons? On ne sait pas, parce qu'en fait, les plateformes ne communiquent pas de chiffres, que ce soit Apple, Netflix ou Amazon. En revanche, la première saison qui a été diffusée, 4 ou 5 mois après, ils ont validé une saison 2. Okay. Donc ça veut dire que ça a bien fonctionné. Et en plus, l'équipe a reçu le Emmy Award de la meilleure fiction dramatique de l'année à Los Angeles, il y a 1 an ou 2 en arrière, pour la saison 1. C'est énorme. Ouais, non, c'est fou. Et en fait, ce que tu disais, c'est moi ce que j'ai bien aimé sur la saison 1, on a fait le scénariste en fait qui s'appelle Cook Van Tran au début, on a beaucoup parlé, on a bu des canons, on a dégusté ensemble, etc. Et il me posait plein de questions. Alors c'est quoi le vin? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu goûtes? Comment ça marche la vigne? C'est quoi un accord mes vins? Qu'est-ce que c'est une compétition de sommelier? Mais quand le mec il goûte, qu'est-ce qu'il fait? Le carafage ça sert à quoi? En fait avec tout ça, il a commencé à tracer des lignes d'un scénario, d'un synopsis. Mon rôle dans l'histoire, il me transmettait le synopsis, je disais ouais super, ça peut marcher, pour ceux qui concernent la partie vin évidemment. Ça peut marcher, ça non, il faut modifier, etc. On a trouvé une enquête, puisqu'en fait les protagonistes dans la saison 1 et la 2 qui va sortir bientôt mènent une enquête à travers le vin. Et on a défilé, on a avancé ensemble comme ça sur la série. Ensuite, j'ai participé au coaching des acteurs, donc ça c'était plutôt rigolo. On a l'actrice Fleur Geffrier qui a le rôle de Camille dans la série, qui est une romancière, donc qui est une artiste. Quand elle prend le verre, elle doit le prendre d'une façon un peu maladroite, parce qu'elle boit plus de vin, sans spoiler la saison 1. Elle en boit plus, elle va devoir en reboire, donc elle est maladroite quand elle sent. Petit-héros, l'autre protagoniste, Tomo Yamashita, qui s'appelle Issei dans la série, est un japonais qui lui en fait est le disciple du papa qui est décédé et qui est le Robert Parker, le plus grand connaisseur de vin dans le monde entier. Et en fait, lui, c'est un robot, donc en fait, quand il prend le verre, il doit le tourner de façon très robotique. On a travaillé sur des trucs comme ça. Et le dernier rôle que j'ai eu, celui qui m'a le plus fait kiffer, trouver l'histoire, trouver le chemin, trouver l'enquête, après, trouver et décider des vins qui seront dans la série. Ça, c'était magique. Ouais. Énorme. Donc tu choisis tous les vins qui font partie un peu de cette course spectaculaire à la recherche, parce que, sans vous spoiler, hein, je crois que c'est une compétition pour un héritage, si je me trompe pas. Et dans cette compétition, ils doivent, c'est un espèce de jeu où à l'aveugle, et il y a plein d'étapes à dépasser autour d'une découverte viticole, de grands domaines, des fois de petits domaines, assez exceptionnels. Et du coup, le choix de toutes les bouteilles, le choix de tous les vins, les choix de tous les domaines, c'est toi qui les as fait. Ouais. C'est énorme. Sur la saison 1, en fait, on savait pas trop où tout cela allait aller. On s'est inspiré un petit peu des mangas, mais pas trop. Ouais. J'ai eu la chance que les deux, Tadashi Agi et Akimoto, et Akimoto, les deux auteurs m'offrent des BD dédicacés. Ouais. Et c'était génial, mais en fait j'ai lu les mangas après, j'en avais feuilleté 2 ou 3 parce que justement je voulais trouver des vins qui correspondaient à l'enquête qui se passait, etc. On avait juste une directive de la part de la prod, c'était conserver le pourcentage de vins qu'il y a dans la série. Je m'explique. Il y a 65-70% en fait de vins français dans les mangas. Ouais. Il y a une vingtaine de pourcents de vins européens et ensuite il y a 5 ou 10% de vins du Nouveau Monde, comme on dit aujourd'hui, donc États-Unis, Australie, etc. Ouais. Donc c'est juste obligé à respecter ça. Franchement, c'est énormissime. Et d'ailleurs, il y a une nouvelle saison qui a déjà été tournée. Qui est en boîte, post-production faite.
Et qui sort? Le 21 janvier sur Apple et visible sur Canal. Allez-y, courez Voilà. voir cette série qui est absolument incroyable. Les comédiens sont délicieux. La sélection des vins est exquise. C'est plein de rebondissements. Il y a du voyage dedans. On apprend à goûter, à toucher un verre, à ouvrir une bouteille. Non, mais vraiment, c'est hyper intéressant. En plus, il y a une part culture qui est géniale. Tu apprends avec cette série. Ben en fait, le meilleur compliment qu'on m'ait fait de personnes qui connaissent pas trop le vin, c'est j'ai vu la première saison et j'ai eu envie de boire un canon à la fin. Donc ça c'est chouette parce que c'est justement fait pour les néophytes. La première saison, en fait, justement, comme tu disais, on apprend à ouvrir une bouteille, c'est un peu bête, mais à déguster un vin comme un sommelier. La seconde saison, on va pas trop spoiler, mais on essaye de rentrer un peu plus dans le vif du sujet, sur de l'agriculture, sur des problèmes agricoles ou viticoles, sur voilà ce genre de trucs, mais jamais comme un documentaire en fait, puisque le vin c'est un des trois protagonistes. Il y a la jeune femme, le jeune homme et ensuite le vin. C'est le troisième personnage. On essaye de toucher, d'amener comme ça, de sensibiliser les gens sur des sujets un peu du vin ou de la table, d'ailleurs en général, Ouais. en espérant qu'après ils vont aller creuser. Petit gros, mange de l'aligot. Ah, t'étais pas tout svelte, tout fin apparemment quand t'étais gamin. Non, T'étais un peu plus fort, ouais, plus en forme, c'est je ça. dirais. Plus en forme. Qui te disait ça? C'est mes frères qui me disaient ça. Ouais, mes frères me disaient ça. Allez, c'est beau, c'est beau. En fait, quoi, t'as réussi à avoir l'info. Alors, les frères, parce que là, sous son air de meilleur de la classe, il est tatoué de partout et c'est un grand rock'n'roll, fan de cure, enfin c'est la grande Ouais. folie, hein. Soit t'es fan de rugby, soit tu picoles, en fait. Donc le rugby, ça a jamais été trop mon truc, moi. Voilà. T'es le seul mec du Sud-Ouest qui connaît pas le rugby. Non. C'est dingue ça. Ouais, et en plus, tout le monde me dit que j'avais la carrure pour le faire et l'accent, mais je suis pas crédible, parce que je comprends, j'entrave, mais vraiment, j'entrave que dalle, quoi. Je sais Ouais. même pas, vraiment. C'est une catastrophe. Je m'endors quand on doit avoir des matchs à chaque fois dans les Ouais. tribunes. Ouais, voilà. Il s'endort dans les matchs de rugby. C'est le seul Oh, gars. c'est mal. C'est le Ah, seul c'est gars mal. du Sud-Ouest Oh. qui dort pendant les matchs de rugby. C'est mal. Non, mais attends. Donc ça, j'en ai une, on est allé voir une finale, parce que donc, moi, ce que j'adore, c'est la troisième mi-temps. Donc c'est Ouais. ce que j'aime dans le vin, en fait, c'est Ouais. l'ivresse. Et en fait, la troisième mi-temps me passionne énormément. Donc il y a une fois, on est allé voir une coupe du monde où en fait tout le monde se levait. J'avais dormi pendant les deux mi-temps parce que j'étais carbonisé. Et à la fin du match, toute la tribune s'est levée, s'est retournée et m'a applaudi. Je me suis levé, j'ai dit qu'est-ce qu'il y a? Voilà, magique. Très bon. Mm. T'as toujours un style. On t'a déjà dit que tu ressembles à Keanu Reeves? Non mais c'est vrai. T'as vu Matrix? Ça me fait peur, ouais. Regarde. Ouais, Ce style. c'est vrai. T'as Et là, avec ta nièce, je crois, non? et ce qu'on voit pas bien, là, c'est qu'il y a une balle qui est en train de passer là que j'évite. Matrix a tout pris. C'est ça, hein. Il a tout pris de C'est moi. là. Ouais, évidemment. Il a tout pris de moi. Ce style de fou, quoi. Exceptionnel. Moi, ce qui m'a toujours impressionné de toi, non seulement ton talent pour rassembler les gens et pour savoir accueillir, c'est ce palais monumental. Je pense qu'on est face à un des palais les plus aiguisés de France, de l'Europe. C'est exceptionnel. J'ai vécu des expériences de dégustation qui étaient assez mythiques et je trouve que c'était hyper cool quand même qu'on se fasse goûter des vins. Ouais, on Ouais. y va. Je suis chaud. Allez, on démarre? Moi, je démarre. Tu commences? Ok. Comment c'est venu? Parce que vraiment, tu trouves beaucoup de choses à l'aveugle. Et comment t'es arrivé à ça? C'est un peu un truc, c'est ce qui est le plus drôle en fait. Quand on rencontre des gens qui sont pas du milieu du vin, tu sais, on a tous en tête, même si toi t'es colombien, tu connais l'aile ou la cuisse de Claude Zidi, le film mythique avec Louis de Funès, où tu le vois qui regarde un verre et qui dit alors on est sur un thé vin légèrement gravelleux, je sais pas quoi, qu'est-ce qu'il raconte, c'est un Pessac-Cognac, nanana. Le vin, c'est la terre. Celle-ci est légèrement graveleuse. C'est un médoc. En fait, c'est le fantasme d'arriver à trouver à l'aveugle, c'est génial. Alors après, c'est des petits tics, c'est pas seulement la dégustation, c'est aussi psychologique. C'est qu'en fait, quand tu connais la personne qui est en face de toi, déjà, c'est beaucoup plus facile. Mais on se trompe vachement, parce que dans le métier de sommelier, c'est pas trouver un vin, mais c'est ce qui est le plus drôle. Bon, Ouais. on y va. Allez, on va essayer. Bon, ça déjà, ça pète. Alors ça pète, ça veut dire parce que voilà, donc j'ai pas le même blabla que plein de sommeliers, ou en tout cas, je l'ai plus, j'ai pas de honte à la voir de façon familière, alors que les sommeliers sont obligés de toujours avoir des mots choisis. Ça pète, ça veut dire qu'il y a beaucoup de fruits et il y a de l'épice dessus. C'est très joli. C'est super crémeux. C'est jeune. Ah oui. Donc, de toute façon, quitte à se tromper, il faut y aller. Non, mais tu sais, il y a ce côté acidité assez tendu,
On a une bouche très charnue. Donc c'est forcément un vin du Rhône pour moi. Il y a de la Syrah parce que c'est tendu. Il y a certainement de la Grenache parce que c'est alcooleux. Il a rien vu, hein. C'est un verre que j'ai servi avant. En plus, c'est une bouteille qui a été ouverte elle a 24 heures déjà. Ah oui. Et t'es là, Ouais, la bon. région elle est bonne. Donc c'est pas un assemblage, c'est pas une Syrah pure, c'est pas possible. C'est une Syrah pure? Non, Non. je pense pas. Si c'est un Châteauneuf, c'est que c'est... mais ça me semble bizarre, quoi. Ouais, non, Dans mais le je sais Rhône. pas, non, mais tu vois, moi je dirais pas, j'ai fait Rhône Sud, je dirais, mais après pas forcément un Châteauneuf, mais je sais pas, un Vaqueras, un joli Vaqueras, ou un Gigondas, ou un truc comme ça, quoi. C'est dans des appellations un peu particulières. C'est une petite appellation, tu les connais. Il y a de la Syrah. C'est le vin sobre de chez c'est les Cornus. Mais non, mais après il fallait que ça touche le cerveau. En fait, tu vois, par exemple, ce qui est intéressant, c'est de comprendre après pourquoi tu vas dans une direction, mais pourquoi après tu te dis ah ouais merde, en fait je comprends pourquoi j'ai dit ça. C'est en fait il y a tu vois au nez c'est vraiment la Syrah qui pète. T'as côté épice, c'est tout ça que je t'ai dit de suite. La bouche à l'attaque elle est très ferme. Ferme ça veut dire que t'as des tanins qui te tirent un tout petit peu les dents. Ouais. Après je t'ai dit il y a de l'alcool, donc c'est sucré, il y a de la grenache. Ouais. Et en fait, donc dans ma tête, je me dis ok, c'est Rhône Sud. Le problème, c'est que dans le Rhône Sud, il y a pratiquement que des appellations à grenache, Ouais. sauf à Châteauneuf. Donc je me dis c'est un Châteauneuf, et ma tête me dit non, c'est pas Châteauneuf parce il manque de la longueur. Et derrière, je me dis ouais, peut-être un Gigondas et tout. En même temps que je le dis, je me dis c'est une connerie parce qu'il y a pas de Syrah dedans. Et dans mes sobres, il y a de la Syrah. Il y en a au moins 25 ou 30% dans l'assemblage. Ouais. Bon voilà. Bravo. Mais non, raté, mais bon allez. Non, mais tu rigoles, raté, tu l'as eu, hein. Tu l'as eu. Next. Mais encore une fois, je veux pas réduire mon métier à ça, mais c'est vrai que c'est le plus rigolo, quoi. Mais Voilà. c'est drôle. Ouais, c'est drôle. En Moi, vrai- j'aime bien faire ça. Commence peut-être par ça. Il y en a encore 2 à venir, c'est ça? Là, il y a 2 rouges. T'as 2 rouges. En fait, non, mais moi, c'est aussi la partie que j'aime, tu sais quoi? Et j'aimerais bien faire un jour challenge. Non, mais parce qu'il faut consacrer du temps à ça et que des fois, j'en manque. Mais en fait, tu sais, de faire en live, mais vraiment, tu vois, dire au mec, donc c'est en live, 15 secondes ou 30 secondes, et de faire à chaque fois, tu vois, mais vraiment pas truqué. Ouais. Un vin, dans un restaurant, t'arrives, et on t'essaye de le faire. t'y vas. Juste, ouais, c'est rigolo. Bon, on peut Juste pour l'organiser, montrer hein. que on peut. On s'organise un live. Ce qu'on va faire, c'est que vous m'envoyez en message les bouteilles et on va lui faire déguster en direct, sans triche, à l'aveugle. Ça, c'est lancé. Ça, il y a challenge. Voilà. J'aurais dû me faire de fermer ma bouche. On va le faire. Ok, donc... Il y a un gars qui court des marathons. Tu l'as vu? Il court des marathons et tous les 5 ou 10 km, il y a quelqu'un qui lui tend un verre. Ils sont... Et ils disent que c'est... Et ils Sérieux? goûtent. Je te jure. Donc, là, c'est un nez, tout à l'heure, le précédent, on avait un nez qui était super explosif. Vraiment, sur le fruit, les épices, tu mets le nez dessus, blah, Direct. carrément, ouais, le nez explose. Là, c'est un nez qui est réduit. Ça veut dire que c'est le contraire, en fait. On sent qu'il y a un potentiel, que c'est un joli vin, mais en fait, tous les arômes sont à l'intérieur, comme ça. C'est un vin qui a le feu. Donc ensuite, pareil, on a des arômes plutôt épicés et fruits très, très mûrs et très concentrés. Température de service est parfaite. C'est vrai? Oui, je te tiens à le dire. Et ça, pour le coup, alors il y a une chair que j'aime beaucoup dedans. Donc je partirai sur la même région, mais plutôt dans le nord, vers le Rhône Nord. En fait, tu as un côté peau de pêche et tout ça, peau de pêche de vigne. Donc le toucher en bouche est magnifique. Il y a l'élevage, c'est super maîtrisé en fait. Il y a peut-être un passage en foudre, un truc comme ça, mais en tout cas au niveau tactile, c'est magnifique. Comme il y a de la chair, ça pourrait être un Saint-Jean ou un truc comme ça, mais le Syrah pour moi, voilà, Syrah, Saint-Jean. Et là, tu te dis, non, t'es à côté. T'es vraiment pas loin. Mais ah ben non, Un vol alors, d'oiseau, je sais ce que c'est. Alors je sais ce que c'est, oui. Et je pense. Donc du coup non, pour que ça soit. Mais ça c'est. Alors si c'est ça, je me fais avoir comme à chaque fois. En fait, ça doit certainement être pour être aussi velouté avec cette Syrah peau de pêche, le Clos des Grives ou un truc comme ça de chez. C'est possible. C'est possible que ça soit ça alors. Non. Bon, langue au chat, je sais pas. Ouais, langue au chat. Mais t'es pas loin, vol d'oiseau, t'es pas loin. Ah non, putain. Alors tu sais quoi? Alors magnifique. Pareil. Débrief d'après dégustation. Donc vas-y, non mais dis. Toi. Donc, on est sur une côte rôtie qui est assez jeune, hein, on est en 2020 et c'est des vins qui peuvent vieillir 15, 20, 30 ans. Il y a beaucoup de jus, c'est des vins qu'on peut garder très très longtemps. Mais je trouve ça intéressant aussi de les goûter jeunes pour voir un peu l'évolution. Côte rôtie de chez Jamais. Je voulais l'ouvrir parce que c'est toi qui m'as aussi ouvert les portes de ce domaine que j'adore. J'adore les femmes, les hommes qui tiennent ce domaine et je trouve que c'est des vins incroyables à goûter. Mais alors tu sais quoi? Donc voilà, débrief d'après dégustation. Donc je me suis fait avoir, mais tu vois ce côté, alors le côté très justement pêche et tout ça, touché en bouche, très soyeux. Donc le domaine Jamais, c'est de la vendange entière.
Donc en fait, on a souvent des côtes rôtis. Donc d'abord, ils sont à part. Ils ont vraiment un style reconnaissable à chaque fois, sauf aujourd'hui, désolé les gars. Mais en fait, 2020, c'est un millésime particulièrement généreux et très solaire. Donc en fait, le côté vendange entière est un peu estompé par ça. Et je pense aussi que Jean-Paul, qui a fait les vins et qui fait encore les vins, qui accompagne son fils Loïc depuis des années, est là. Et on a l'impression, tu vois, qu'il y a peut-être aussi Loïc qui commence à prendre une patte un peu dans la continuité, mais avec ce côté très fruit et très gourmand, qu'on n'a pas forcément dans la jeunesse toujours sur les vins de chez Jamais. Voilà. Mais magnifique, merci. C'est très bon, hein. Bah oui, c'est très bon. On finit. Allez. Bon, après, c'est à moi. Parce que Après, c'est à toi. T'as ramené un vin. Ouais, parce que moi, c'est facile de me bouser, tu vas voir. Ouh la vache. Ouh la vache. Ouh la vache. Ouh la vache. Non, mais en fait, ça change complètement, oui. Ok. Ah, déjà, c'est plus... Ok. En fait, c'est curieux parce que j'ai un nez cassis. Et un nez cassis, c'est souvent une maturité qui est très poussée. T'as le nez cassis. Ouais, j'ai fait ça, oui, 2 fois. Une bagarre, un accident de voiture et une bagarre. 2 fois cassis. 2 fois cassis, le nez. En fait, on a ce nez cassis, souvent, c'est des maturités qui sont assez poussées sur des cépages réducteurs. Donc, cépages réducteurs, c'est la Syrah, par exemple, mais ça, je pense pas que ça en soit, ou du Cabernet ou de ce genre de vin. Ok. Non, mais je sais pas, mais ça fait non, ça fait Cabernet en fait. Mais ça fait pas Cabernet de chez nous, ça fait Cabernet d'ailleurs. Non, mais c'est dur. Si c'est pas même français, c'est dur. Et si c'est ce que je pense, c'est parce que tu me fais un clin d'œil. Mais c'est ça ou pas? Non, c'est pas ça. Il est très fort. Mais non, mais parce qu'en plus on se connaît trop. Mais non, il est très très fort. C'est le vin qui est de l'autre côté de l'Atlantique, c'est ça? Il est très fort. Non, voilà, c'est l'Apostole. C'est Cloapalta. C'est... Voilà. Mais non, mais... Regardez. Non, oui, en plus, pour le coup, je l'avais pas vu. C'est quoi? C'est à l'aveugle, là, on a tout carafé. Je l'avais pas vu. Les bouteilles sont cachées. Mesdames et messieurs, Cloapalta. Voilà. Un vin du Chili, l'Apostole. Bonnet l'Apostole. C'est un style bordelais dont l'approche, c'est très difficile quand même de le placer. Il faut vraiment avoir un palais parce que j'ai beaucoup de gens qui se trompent et qui partent sur le bordelais. Sur un grand Bordeaux. Ouais, sur un grand Bordeaux. Ouais. Faut savoir que c'est un des grands domaines de l'Amérique du Sud. Ah ouais, c'est fou, leur travail qu'ils font, il est fou. Ouais. C'est fou. Là, on est sur le Clos, donc c'est vraiment leur grosse bouteille. C'est un peu l'équivalent en France, tu dirais quoi? C'est dans les styles, enfin dans un Pétrus. Ouais, voilà, la Fitte ou ce genre de vin. Ouais, non, vraiment. La petite histoire, je vais essayer d'être court, mais l'Apostole, donc c'est la famille Grand Marnier qui a fait ce domaine au Chili. Reconnaître un vin, le plus important, c'est en fait de l'avoir goûté 1 ou 2 fois déjà, ou alors c'est un événement marquant que tu associes à ce vin qui t'y fait penser. Ouais. C'est la synesthésie. La synesthésie, c'est en fait quand tu associes une couleur... C'est pas une maladie à transmission. Non, ça peut être une maladie quand on en boit trop, mais c'est aussi d'ailleurs un des éléments qu'on a utilisé dans les Gouttes de Dieu pour ce qui concerne le personnage de Camille, la jeune femme dans la série. C'est quand on associe des souvenirs, des souvenirs en fait sont associés à des odeurs, à des goûts, à des couleurs. Ouais. Et c'est grâce à ça qu'on arrive à se rappeler, notamment pour tout ce qui est émotionnel. Un goût, par exemple, c'est forcément difficile à décrire, comme dans le parfum de Patrick Suskind, difficile de décrire un goût, de décrire une odeur, ce que ça peut être. Mais en fait, en évoquant des souvenirs, en évoquant des lieux ou des situations, le lecteur arrive à se rappeler, à comprendre ce que veut dire l'écrivain. Ça, c'est la synesthésie. En l'occurrence, chez eux, l'Apostole, le Cloapalta, on est bloqué là-bas avec David Biro, à l'époque sommelier au crayon. Mon cher Eric Rossi, il y a de ça une douzaine d'années, quand le volcan a explosé sur l'île à Reykjavik, à côté de Reykjavik, sur en Islande. Et donc plus de vol. Avril 2010. Un volcan islandais entre en éruption et déclenche une vague de panique dans toute l'Europe. Plus de vol, et on se retrouve en fait bloqué, et grâce à David Biro, on est accueillis chez eux, on a passé en fait 2 jours chez eux, et donc, non seulement on a goûté le vin là-bas et tout ça, mais en plus, ma mémoire est marquée par ce moment-là, et j'associe forcément, le jour où tu nous le sors, parce que l'histoire c'est ça les gars, c'est qu'en fait Juan me l'a déjà fait goûter, donc sinon j'aurais jamais pu trouver ça. Je l'ai trouvé la première fois. Voilà, j'ai trouvé la première fois. Parce que pour raconter l'anecdote, ce vin, je voulais d'une certaine façon tromper, on dit baiser, je voulais baiser tout le monde. Et on se ramène des bouteilles à l'aveugle, souvent il y a des Granges des Pères, il y a des Rayas, il y a des Détours, il y a des grandes bouteilles, hein, vraiment il y a des Côtes Rôties, des Gongloff, des Perrins, des Hommages. Je me suis dit à chaque fois on ouvre à peu près
les mêmes 15 domaines, j'ai envie de les baiser, j'ai envie de les avoir. Et du coup, je prends ce Clos Apalta, qui est le grand domaine, le Pétrus, le Lafite chilien. Je pose ça sur table et tout le monde dit Bordeaux, Bordeaux. Moi, je suis presque en train de jouir de joie d'avoir eu tout le monde. Et là, Pradal silencieux jusqu'à la dernière minute. C'est rare, mais cette fois-ci, il était silencieux. Il met le nez dedans et il dit « Je suis pas d'accord avec vous. Pour moi, t'es de l'autre côté de la rivière. T'es en Amérique du Sud. Pour moi, ça me fait penser à Clos Apalta. » Et il sort ça comme ça. Il a sorti une phrase. J'étais sur le cul. J'avais le bouchon dans la poche. La capsule, je l'avais dans l'autre poche. La bouteille, elle était dans mon sac à dos. Impossible qu'il triche. Impossible. Et il a sorti cette bouteille à l'aveugle. Et ce jour-là, je me suis dit, ok, cet humain n'est pas des nôtres. Il doit être un alien. Tu fais partie de ceux qui ont construit les pyramides de Giza. Évidemment, voilà. C'était moi. C'était énorme. On a vécu un moment incroyable et je voulais te faire un clin d'œil aujourd'hui avec ça. Mais c'est magique. Et j'apprécie. Et c'est toujours aussi bon. J'ai une petite surprise entre toutes les surprises qu'on avait. Ça, c'est moi qui dors, c'est pas ça. Non. C'est... J'ai vu tout à l'heure, mais c'est pas ça. Il y a un petit message pour toi. Oh! Coucou Seb, j'espère que ça va. Juan m'a demandé de faire une petite vidéo pour te poser une question, savoir si j'avais un souvenir d'une bouteille qu'on a bu ensemble. Effectivement, j'en ai un. D'ailleurs, on avait bu plus d'une. D'ailleurs, c'était à l'Odéon. Tu t'en souviens? Bon, c'est pas celle-là que je vais te poser en fait. C'est la prochaine que tu aimerais qu'on boive ensemble. Bise. Jean-François Piège, chef multiple étoilé, une icône pour moi, vraiment une icône de la gastronomie française. Je pense que c'est un des techniciens les plus incroyables que j'ai croisé. À Top Chef, c'était mon jury à Top Chef. Ouais, exactement. C'est comme ça que je l'ai vu la première fois. Jean-François Piège, c'est un ami, Comment tu connais Jean-François Piège? Ben oui, c'est ça la question. C'est la question piège. Non, celle-là, fallait pas la faire, merde. Non, mais tu sais quoi, d'abord, c'est quelqu'un d'extrêmement pudique, donc pour arriver à percer la carapace, ça peut être parfois difficile, mais nous, ça a matché en fait assez de suite, parce que la façon dont je suis avec toi, je suis pareil avec lui, ou avec le ministre du Tourisme que je vois des fois à Mexico, voilà. Et il a une culture générale, déjà. Énorme. Il connaît plein de gens, donc en plus il arrive à s'enrichir comme toi tu le fais, ou voilà, au moins avec les quelques personnes que je connais, il arrive à s'enrichir de plein de voix différentes et de plein d'opinions différentes, donc c'est une vraie richesse. Et c'est un master du vin, quoi. Ouais. C'est aujourd'hui un des mecs qui est le plus calé en vin dans les chefs que je connaisse. Et je dis, tu sais quoi, donc je le dis souvent au vigneron, donc pour une fois je vais le dire devant toi, t'es passes de le devenir, en voie de le devenir. Non mais c'est vrai, parce que dans ta génération, votre génération se réapproprie le vin. Parce que la génération des chefs, des chefs qui ont aujourd'hui 40-50 ans, il y en a plein qui s'y sont plus trop intéressés. Oui, ils laissaient ça au sommelier. Ouais, voilà, exactement. Ils s'en occupaient la pas. génération d'avant, il y en avait quelques iconiques comme Sanderens, Dutournier, etc. Toi et quelques autres, vous vous appropriez ça et vous aimez ça. Vous jugez en fait que c'est aussi kiffant et passionnant que le mec qui va te produire ton agneau, ou ton bœuf, ou ta patate, ou voilà. Et Jean-François, voilà, une énorme culture, et chaque moment partagé avec lui est une bénédiction. Quand on était à Odéon, on s'est fait une paire de bouteilles du domaine de la Romanée Conti, à l'époque où Yves les avait mis à prix coûtant sur carte. Tu te rappelles? Exceptionnel. Voilà. Exceptionnel. Yves, c'est Yves Condebord, qui est pareil, un très grand monsieur et qui est un énorme passionné de vin également. Absolument. Et il a décidé un jour de mettre les bouteilles du domaine de la Romanée Conti, qui est un des plus grands domaines en Bourgogne, il les a mis au prix coûtant. Il faut toujours faire attention parce que ça reste des vins qui coûtent une fortune, alors pour plein de raisons. D'abord parce que c'est des vins qui sont délicieux et iconiques. On a la chance, par notre métier, en fait, d'arriver à pouvoir accéder ou à pouvoir de temps en temps se faire plaisir en buvant ces vins-là, parce que c'est vrai que tout le monde n'a pas ce plaisir ou cette chance. Et en l'occurrence, ce soir-là, c'est les deux qu'on a bu. Et donc, Jeff, la prochaine qu'on boira ensemble, je sais pas, mais elle sera grande. Voilà, pour répondre à la question. T'as une idée? Un truc que t'aimerais bien goûter? T'es dans la Géorgie en ce moment. C'est vrai qu'on pourrait, je vais lui faire goûter le vin géorgien, ouais, exactement. Le vin géorgien, alors je peux pas trop en dire plus, mais il y a un vin géorgien que j'ai très envie de faire goûter à toi. Toi, tu l'as goûté déjà. Ouais, j'ai goûté. Toi, tu l'as goûté. Et à Jean-François, pas encore. Et sinon, non, mais on aime bien généralement, voilà, ça menait un vin du domaine de la DRC pour, comme ça, des petits clins d'œil sympas, voilà. La DRC, pour vous expliquer, tu peux nous expliquer en quelques mots le domaine de la Romanée Conti, voilà, ce que c'est et comment aujourd'hui pourquoi c'est aussi mythique, et surtout dans les allocations, quand tu as une allocation et
que tu peux acheter du vin chez eux, tu choisis pas ce que tu achètes. Non. C'est eux qui choisissent. Tu Non. nous expliques un petit peu? Alors la DRC, c'est un acronyme du domaine de la Romanée Conti, comme tu l'as dit. Donc voilà, en fait, la Romanée Conti est une appellation d'origine contrôlée qui est toute petite, qui fait un peu plus d'1 hectare. Et cette appellation d'origine contrôlée appartient intégralement, c'est un monopole, au domaine de la Romanée Conti. Le domaine de la Romanée Conti a ensuite d'autres appellations d'origine AOP, alors l'appellation d'origine protégée, on ne dit plus contrôlée, il n'y a que les vieux qui disent ça. Mais AOP Latache, AOP Chezeaux, AOP Romanée Saint-Vivant, Corton, voilà, ils ont quelques vins qui vinifient. Et en fait, lorsque tu as la chance d'être un allocataire, ça veut dire que dans le milieu du vin, ce qu'il faut comprendre, c'est que, pour tous les gens qui nous regardent et puis qui connaissent pas trop le vin, c'est un produit agricole. C'est la terre qui le fait. Donc la terre, des fois, d'abord, ça se produit sur une petite région qui est protégée. On n'a pas le droit de faire de la Romanée Conti ailleurs qu'à Romanée Conti. On n'a pas le droit de faire du champagne ailleurs que dans la région champenoise. Et ces délimitations, en fait, ces superficies sont délimitées par un organisme d'État, pour faire simple. Et en fait, cette toute petite parcelle, aujourd'hui, de Romanée Conti, qui est le plus grand vin du monde, qu'on a eu la chance de goûter quelques fois, mais forcément, lorsque l'être humain, en fait, grimpe dans la pyramide sociale, il peut se payer plein de choses, il peut se payer une belle maison, une belle voiture, et un phénomène de sociabilisation, on en parlera peut-être une autre fois, c'est aussi le vin. C'est en fait quand on arrive à grimper les échelles sociales et qu'on est dans un environnement mondain, on va dire ça comme ça, où on n'a plus de la bière, mais on commence à boire des vins. Et plus on a d'argent, plus on va boire des grands vins, parce qu'on montre aux gens, on leur signifie par un geste partage d'un vin très connu, et en l'occurrence, le Romanée Conti aujourd'hui fait partie de ces snobismes, malheureusement. Et beaucoup de gens dans le monde entier peuvent se payer ces grands vins qui coûtent très cher. Et la Romanée Conti, en fait, a décidé d'abord de ne continuer à vendre qu'à des gens qui respectent leurs vins, qui les ouvrent dans les restaurants, ou à quelques érudits qui sont depuis des années allocataires du domaine, qui y ont droit. Et comme la Romanée Conti est très petite et en a très peu, en fait, ils panachent une caisse avec plusieurs appellations, Latache dont j'ai parlé, Romanée Saint-Vivant, les Chezeaux, etc. Et parfois une Romanée Conti à l'intérieur, puisqu'il y a 5 ou 6 000 bouteilles qui sont produites par an seulement. Quelques heureux élus ont le droit de pouvoir en boire. Et c'est à peu près combien une bouteille, le prix d'une bouteille? Ouais, en fait, sur une carte des vins, si tu veux la servir à un coefficient 2, c'est-à-dire qu'on achète le vin, on fait x2, on le met sur la carte. Sur un vin qui coûte aussi cher à l'achat, et lorsqu'en fait on veut faire plaisir aux clients, on va retrouver ça aux alentours de 7 ou 8 000 euros sur carte. Pour différentes... Ça dépend des... Pour le Romanée Conti. La Romanée Conti. Après. Il a perdu sa chaise. Il est tombé de sa chaise. J'ai perdu ma chaise. Il a annoncé le prix. Voilà. Il a perdu... 7 ou 8 000 euros. Blam. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dit comme ça, c'est un peu brut, mais c'est il y a de ça 25 ans en arrière, en fait, on pouvait acheter ces vins-là. Phénomène sociologique dont je vous ai parlé, en fait, oui. et de nouveaux riches, entre guillemets, fait que le vin est devenu spéculatif depuis 20 ans. Il y a de ça 25 ans, la Romanée Conti était accessible pour plein de gens, et on la buvait, on la partageait, voilà, tiens, Juan, ça va, ce soir, je te fais plaisir. On achetait une bouteille de Romanée Conti qui valait pas ces prix-là, et on la buvait, et la Romanée Conti en vendait beaucoup plus facilement aux gens, aux restaurateurs. Aujourd'hui, en fait, il y a une méfiance, entre guillemets, qui s'est installée parce que beaucoup de gens vont acheter ce domaine pour le revendre, pour faire ce qu'on appelle le marché parallèle. C'est-à-dire qu'ils vont acheter le vin, admettons 1000 euros, et ils vont avoir un contact en Chine ou ailleurs pour le revendre 3, 4 ou 5 000 euros. Donc c'est en fait le domaine dans l'histoire travaille en biodynamie, a des salariés, élève un vin, enfin voilà, tout ce qui fait qu'une entreprise a un coût, qu'un domaine historique a une histoire, a une aura. Et en fait, la personne qui vend à un tiers 1000 euros, le lendemain, elle est revendue 4 000 euros. Dans l'histoire, il y a un truc qui va passer économiquement. La personne le producteur est biaisé. Voilà. Donc on est arrivé aujourd'hui à on marche un peu sur la tête dans le monde du vin. Les vins sont considérés comme des œuvres d'art ou des pièces de collection plutôt que comme des canons à boire. Ouais. Voilà. Donc des fois, on les regarde plus qu'on les boit, malheureusement. Ouais, on les stocke pour les revendre, malheureusement. Qu'est-ce qu'on boit? Alors, Juan Arbeláez, qu'est-ce qu'on boit? Qu'est-ce qu'on boit? Alors, à moi de bosser maintenant. Pour moi, la couleur du vin, déjà, est un paramètre important. Quand tu as des couleurs dorées, jaunes... Non, mais il y a une couleur qui est plus foncée. Souvent, dans les vins de la Bourgogne, de la Loire, t'as des couleurs qui sont un peu plus limpides, peut-être. Là, t'es sur des jaunes peut-être un peu plus contrastés. Donc ça me donne peut-être une idée d'un vin qui est un peu plus au sud, si je divise la France en deux. C'est au sud de l'Alsace, en tout cas. J'aime bien ces petits sourires un peu à chaque fois, tu sais. Le petit sourire de Colimans, j'adore ça, quoi. Vas-y. Vas-y, mon champion. C'est hyper charnu, c'est généreux, c'est velouté, c'est vraiment c'est un vin puissant.
Pour moi, c'est un vin blanc puissant. Donc, pour avoir de la puissance, il faut de la chaleur. Je pense qu'on est un peu bien au sud. Je pense que j'ai déjà goûté. Oui, Je pense. je confirme. Je crois. C'est un peu vieux. C'est Mais vieux. pas trop. Ah oui, c'est quand même très C'est vieux. pas mal. Non, très vieux, c'est pas mal quoi. Je sais pas, Ouais. ça dépend ce que tu veux dire par très vieux, c'est pas mal. Ouais. Bah, si c'est très vieux, c'est quand même très bien conservé. C'est très bien conservé. C'est- C'est très vieux, c'est vieux. Ça a quoi, ça a plus de 15 ans? Ça a plus de 15 ans. Ah ouais. Ça a 20 ans? Non, ça a juste plus de 15 ans. Ah ouais, putain, ok. C'est là où nous, on n'est pas aussi fort que toi. C'est qu'à un moment, on a une région ou deux. Moi, je partirais. Il y a deux choses qui me font penser à des vins comme ça. C'est soit dans l'Hérault, soit le Rhône Châteauneuf, un peu trapu. Là, j'ai jamais goûté aussi vieux, je pense. En vrai, je partirais sur l'Hérault. Ok. C'est l'autre. Ah merde. C'est l'autre. Mais non, mais après j'expliquerai pourquoi. Je te laisse aller Ouais. jusqu'au bout. Mais... Ah, j'ai pas goûté aussi vieux. Donc, je pense que on est à Châteauneuf, du coup. Ouais. On est à Châteauneuf en blanc, peut-être d'un domaine qu'on connaît, Oui. qu'on connaît bien, Qu'on aime. en monocépage. Oui. En monocépage à Châteauneuf, il n'y a qu'un seul et unique, c'est une Roussanne de chez Perrin. Et voilà. Putain. En 2009. Et c'est la Roussanne? C'est la Roussanne. 100% Roussanne. Ouais. Je vais ajouter un petit truc, c'est qu'en fait, il est bon notre banana parce que le domaine dans l'Hérault dont il parlait, c'est la Grange des Pères. Et en fait, la Grange des Pères, ce domaine iconique du Languedoc, utilise le même cépage qui s'appelle la Roussanne. Voilà. Et ben oui, attends, c'est vrai qu'aujourd'hui on a mis les deux. En plus, Voilà. on a mis les deux t-shirts. Voilà. que je t'ai amené- Represent. Voilà, domaine de la Grange des Pères que je t'ai amené tout à l'heure. Attention, ça c'est collector parce qu'il n'y en a pas beaucoup. La Roussanne qu'utilise Bernard Vaillet pour faire le blanc de la Grange des Pères sont en fait des sélections massales, donc des vignes qui proviennent à l'origine du château de Beaucastel. Donc c'est pour ça que voilà. Mais non. Eh oui, c'est Non, pour ça qu'il y a un petit truc. arrête-toi, c'est vrai? Ouais, c'est vrai. Déjà, je savais pas ça. C'est pour ça qu'il y a un petit truc qui peut. Mais Grange des Pères en blanc, c'est peut-être un peu plus, c'est plus trapu, c'est plus puissant. Non, c'est Non. pareil parce que c'est 2009. C'est vraiment dans les mêmes Ouais, styles. et puis tu vois, c'est 2009. Alors après, 2009, on a souvent sur la cuvée Roussanne, vieille vigne, ce vin blanc là qui est vraiment iconique, il y a quelques milliers de bouteilles produites chaque année chez les Perrins. On a toujours une phase en fait où le vin se referme. On a le vin qui est très éclatant sur les 3 ou 4 premières années et ensuite le vin pendant, il n'y a pas de règle, mais 8, 10, 12 ans se referme complètement. Et le seul, à ma connaissance, mais après je connais pas le domaine aussi bien que la famille Perrin, le seul millésime qui s'est jamais fermé, c'est le 2009. C'est un millésime qui est toujours resté ouvert, toujours super bon à boire et encore aujourd'hui, tu vois. Énorme. 16 ans. Voilà. Énormissime. Bah Écoute, merci pour ce cadeau que tu nous fais. Pourquoi cette bouteille du coup? Parce que le but c'est que tu nous racontes du coup qu'est-ce qu'on boit. On boit une Roussanne 100% Châteauneuf-du-Pape, Château Beaucastel. Gros bisous à César et à Charles. Ils sont beaucoup plus, hein, c'est une grande famille, mais Charles et César je les connais très bien. Et ils font des vins exceptionnels. 2009 en plus. Ça c'est très rare. Ah oui, c'est très rare. C'est très rare. Moi je connais Charles et César depuis un petit moment. Je peux. Ils me le donnent le droit d'acheter une bouteille par an. Voilà. J'en ai le droit à une. Il y a un message, les gars, je crois. Voilà. Il y a un message. Et ça, merci, c'est exceptionnel. Pourquoi, du coup? Alors pourquoi? Il y a plein de raisons en fait aujourd'hui. D'abord, j'ai le privilège de passer ce moment avec toi aujourd'hui. D'abord, la famille Perrin, par le biais des Vinosaures, on distribue leur vin dans l'agence des Vinosaures dont tu parlais tout à l'heure, parce que mon vrai métier, c'est agent commercial. Et ça, tu l'as bien dit aussi, que avant l'amitié, je prenais les sous des gens. Et donc, on distribue leur vin et j'adore leur vin. On a été reçus chez eux à la fin de la Covid et on a passé un moment magique ensemble. On était 6 personnes avec Charles 7 et c'était super parce qu'on avait besoin de décompresser après cette longue période difficile. Donc, il y avait de l'humain. C'est un vin qui est lié à la série Les Gouttes de Dieu. C'est pour ça que j'amène aussi, parce que dans la saison 1, il y a un accord mets et vins qui est fait dans une des épreuves de la série, et puis parce que c'est bon, quoi. Amitié. Et d'ailleurs, il y a des images qui ont été tournées de la série à Beaucastel, à Châteauneuf-du-Pape. Évidemment, merci de me tendre cette perche, Voilà. avant que je me fasse disputer par la famille. En fait, il y a toute la première saison a été tournée dans plusieurs pays, France et Japon, et ensuite la production s'est promenée en Italie, et pour toutes les séquences qui ont été tournées dans le vignoble et dans les chais, ça s'est passé au château de Beaucastel, qui s'appelle dans la série le domaine Chassangre, le nom a été changé, et l'intégralité a été tournée là-bas. La famille Perrin nous a accueillis avec une extrême générosité, à un moment qui était très compliqué pour eux, puisque c'était
non seulement pendant les vendanges, qui est une période charnière la plus difficile, puisqu'il joue, c'est comme un petit peu au poker, on joue sur 3 semaines l'intégralité d'un bilan annuel. Sur 3 semaines, on récolte tout, on fait un vin, et c'est ce qui va faire vivre tout un domaine pendant 2 ou 3 ans. Donc un moment très difficile parce que c'était la vendange, et en plus c'était le moment où le château de Beaucastel a détruit totalement l'ancien domaine, et ils ont refait, là où tu as eu la chance d'aller visiter, un domaine incroyable, 3 ans de travaux. Tous les travaux ont été réalisés par l'architecte du studio Mumbai. Studio Mumbai qui est absolument incroyable, et comme Seb le dit, si vous avez l'occasion de passer devant, si vous avez l'occasion d'aller regarder sur internet, n'hésitez pas, Château Beaucastel, c'est une œuvre architecturale exceptionnelle, c'est monumental ce qu'ils ont fait. Moi j'ai eu la chance de visiter plusieurs domaines dans ma vie, et j'ai l'impression que Beaucastel a presque ringardisé le fait de faire des grands travaux dans un domaine, puisque vraiment ils ont remis l'église au milieu du village en disant c'est la terre qui nous donne la façon et les moyens de vivre, et on va pas la détruire en ramenant du ciment et en mettant des armatures. Non, ils ont pris la terre qui était sur site et ils ont construit un château de sable d'une beauté mais monumentale. Ils doivent réfléchir au fait que la colline qu'ils ont achetée à 200 mètres de chez eux, qui fait 1 hectare et que ça fait 30 ans qu'ils veulent l'acheter parce qu'ils savent que la terre va être magnifique, ils la plantent, 3 ans plus tard ils vont commencer à vendanger, et ils savent que c'est dans 20 ou 25 ans que ça va produire du bon raisin. C'est-à-dire que tu dois vendanger pour que tu gagnes de l'argent et puis pouvoir avancer, et d'un autre côté tu es en train d'acheter de la terre que tu vas travailler pour transmettre à la génération d'après. Oui, c'est une réflexion. D'ailleurs, grâce à toi, on a fait la visite d'un domaine qui est incroyable, qui s'appelle le domaine de Dominique Lafont, domaine des comtes Lafont. Et Dominique Lafont, qui est un grand monsieur à Meursault et en Bourgogne, nous a expliqué que tout le travail que lui, il avait fait, c'était pour que ses petits-enfants profitent. Bien sûr. Et lui, il a récolté le travail de son grand-père. Exactement. En gros. Il travaille toujours 2 générations presque derrière. Et Beaucastel, les travaux qu'ils ont fait, en fait, ils ont réfléchi au fait que problèmes climatologiques qui arrivent, Bien sûr. notamment dans le Rhône Sud où il fait très chaud, et la souffrance hydrique, donc le fait que la plante souffre du manque d'eau. Pour faire 1 litre de vin, donc pour fabriquer 1 litre de vin dans un chai, il faut 5 litres d'eau pour nettoyer les cuves, nettoyer le sol. Donc en fait, ce travail-là, dans le chai, je parlais évidemment, on ne parle pas du fait d'arroser de la vigne qui est interdit en France dans la plupart des régions, mais on a besoin d'eau, et pour aujourd'hui aller pomper l'eau du Rhône ou aller dans des nappes phréatiques à 80, 100 mètres ou 120 mètres et creuser plus profond, ça n'a aucun sens dans notre monde actuel. Et eux, en fait, ils ont réfléchi à une autre façon de faire pour les 2 générations à venir. C'est exceptionnel, on les embrasse. Gros bisous. Ton plus grand moment de vin? Donc j'ai goûté un Lafite 1885 à l'époque, donc extraordinaire. 1885. Un truc de fou. Lafite 1885. Quelle est la valeur d'une bouteille comme celle-là? Prix, sincèrement, c'est inestimable. C'est inestimable. Je pourrais pas dire. La valeur d'une bouteille comme ça, c'est ce aussi qui fait le vin et l'histoire du vin en fait. C'est que imaginez que tu bois quelque chose qui a 120 ans, qui est encore buvable, qui a traversé les siècles, qui a traversé les guerres, la fin de l'époque, voilà, l'Empire napoléonien, une guerre, 2 guerres. Là, qui a été, enfin voilà, c'est une histoire folle. Donc moi j'avais le poil qui s'est hérissé. Et la seconde petite histoire qui va faire pleurer dans les chaumières. Mon père Jacques, que j'adore et qui m'a donné cette gouaille et cette envie de boire toujours des canons. À Jacques, il a eu un AVC, le pauvre, en 2013. C'est quoi un papa? Il est toujours casse-pied avec ses fils en particulier. Il veut toujours, tu vois, être celui qui te pousse. Et mon père, malgré le fait que j'ai gagné ce petit concours à l'époque et que j'ai bien réussi professionnellement, en tout cas comme moi je l'entendais en étant heureux, m'a toujours dit mais t'es pas un vrai sommelier parce que tu m'as jamais fait goûter la Romanée Conti. Et tout le temps, j'ai fait goûter la Tâche, un des Chezeaux, qui sont donc des parcelles de la Romanée Conti. Donc il a un jour cet AVC, et je suis en fait au Japon quand ça se passe, et je l'ai au téléphone, il va sur la table d'opération, avant qu'il rentre, il me parlait comme ça, bah ça va aller. Je lui dis, papa, si jamais tu t'en sors, je te promets, je t'amènerai goûter la Romanée Conti. Je ne vais pas attendre que tu aies un AVC pour t'y amener déjà, on ira avant. Et grâce donc à mon ami Pierre de Benoît, qui s'occupe du domaine de Vilaine, qui est le domaine éponyme de Robert de Vilaine, qui est un des propriétaires de la Romanée Conti, on a été reçus après son AVC, on est allé là-bas, on a été reçus par Robert de Vilaine lui-même, et c'était un moment magique. Mon père a goûté la Romanée Conti, il a pleuré, voilà, c'était un moment très très fort. Voilà. à Jacques, Ouais.
On l'embrasse. Et à toi. Merci Seb d'avoir passé ce moment avec nous, c'est extrêmement enrichissant. Je continue ma labeur de m'entraîner et déguiser mon palais pour avoir un jour la chance de goûter aussi bien que toi. C'est toujours un vrai plaisir. Ta voix, ton accent nous berce, nous accompagne, on a envie de te suivre dans toutes tes aventures et merci. J'ai une idée, qu'est-ce que t'en dis si les qu'est-ce qu'on boit, qu'on fait, on en fait quelques-uns ensemble? Tu vois, il y a Jean-François Piège qui t'a mis un petit message. Est-ce que Jean-François Piège voudrait faire peut-être un qu'est-ce qu'on boit? Et on va chez lui et il nous parle de sa bouteille. Ouais, grave. Moi, Non j'adorerais faire ça, quoi. Non, mais pour de vrai. Ça te chauffe? Bah, ça me chauffe grave, ouais. Super. On va voir les copains et en fait, on boit des coups avec eux et ils nous expliquent ce qu'ils aiment. Voilà, c'est aussi simple que ça. c'est Et on peut faire quelques domaines et on va s'amuser et comprendre toute la beauté et la complexité de ces breuvages. Bah, tu sais quoi? Allez, Ça te va? santat. Moi, Et voilà, encore une association avec l'Aveyronais. Mesdames et messieurs, on vous rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et qu'il faut boire avec modération. On vous invite à faire un énorme pouce comme celui-là, juste en dessous sur cette vidéo. On vous invite à vous abonner, on vous invite à activer toutes les notifications. Suivez Sébastien Pradal sur Instagram, sur les réseaux sociaux. Écrivez-nous, partagez cette vidéo et on se voit très bientôt pour un Qu'est-ce qu'on boit, une aventure ou qui le sait, d'autres choses. À bientôt. Salut! Ciao!